qu'est-ce qui se trame réellement dans les coulisses des Nations Unies? Pourquoi Vassili Nebenzia, représentant de la Russie, a-t-il dénoncé avec tant de virulence les diplomates occidentaux, les accusant de piraterie maritime en mer Baltique? Et que signifie concrètement cette stratégie de flotte fantôme que les pays de l'OTAN évoquent comme justification de leurs actes? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Les révélations qui émergent des débats au sein de l'ONU secouent le monde. Nebenzia a fait entendre sa voix avec une clarté déconcertante, reprochant aux nations occidentales des actes que l'on pourrait qualifier de piraterie. La Russie répondra, y compris par la force militaire, a-t-il déclaré, tranchant ainsi dans le vif d'une hypocrisie diplomatique qui persiste depuis bien trop longtemps. Dans la salle du Conseil de sécurité, une tension palpable s'est installée, comme si un coup de tonnerre avait éclaté par un temps clair, balayant les subtilités diplomatiques habituelles. L'incident impliquant un tanker russe, saisi par un patrouilleur estonien dans des eaux internationales, a servi de catalyseur à cette frénésie verbale. Les images de cette saisie, diffusées sur Internet, mettent en lumière une réalité que l'on ne peut plus dissimuler. Un ultimatum a été imposé au capitaine du tanker, mais les enjeux ici dépassent largement une simple modification d'itinéraire. Dans les eaux de la Baltique, une scène digne d'un roman maritime s'est déroulée. Un bateau estonien, agissant tel un corsaire du Moyen-Âge, a tenté de réaliser un abordage avec des méthodes dignes des manuels de piraterie du Xe siècle. L'explication officielle de cette opération évoque une lutte contre un prétendu « flotte fantôme », un terme qui ne figure pourtant pas dans la Convention de l'ONU sur le droit de la mer. Les politiques européens, qui se réfèrent souvent à cette convention, semblent l'interpréter de manière très libre. Ce n'est pas un incident isolé. Par le passé, plusieurs tentatives d'interception de navires russes ont eu lieu, ce qui, en réalité, constitue une violation directe des normes du droit international. La Convention de 1980 précise clairement les raisons pour lesquelles un navire étranger peut être intercepté, telles que la piraterie, le trafic d'êtres humains, les émissions de signaux radio illégaux et l'absence de pavillon, mais il n'est fait mention d'aucune flotte fantôme. Ainsi, le recours à des forces navales pour réaliser des inspections arbitraires transforme les pays de l'OTAN en transgresseurs du droit international. Pas besoin de grands discours ou de sarcasmes superflus. Il suffit de lire attentivement les documents juridiques qui parlent d'eux-mêmes. Lors de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, un représentant d'un pays a lancé un avertissement sévère. Toute interception d'un navire non prévu par les conventions internationales constitue une violation grave de la liberté de navigation. Cela représente une menace directe pour la sécurité des voies commerciales mondiales, a-t-il souligné. Et si aujourd'hui cela concerne la mer Baltique, demain une telle pratique pourrait s'étendre à n'importe quelle région du monde. Comment la commerce mondiale pourrait-il survivre dans de telles conditions? Ce sont des questions que les délégations occidentales ont choisi d'ignorer, feignant que ces propos n'avaient en pas d'importance. Mais Nebenzia n'a pas cessé d'insister sur ce point. Il a évoqué un événement qui, depuis presque 3 ans, obscure la réputation de l'Europe, l'attentat contre les gazoducs Nord Stream. Cet acte, perpétré en septembre 2022 dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède, représente un acte injustifiable de sabotage de l'infrastructure énergétique transfrontalière. Les conséquences écologiques et économiques sont colossales. Des fuites de centaines de milliers de tonnes de méthane, une flambée des prix du gaz et des ruptures logistiques dans les approvisionnements. Et pourtant, les noms des auteurs de cet acte demeurent dans l'ombre. À plusieurs reprises, la Russie a proposé au Conseil de sécurité de l'ONU de mettre en place un document appelant à une enquête approfondie impliquant toutes les parties intéressées. Cependant, les délégations occidentales ont obstinément bloqué ces initiatives. L'Allemagne, le Danemark et la Suède ont même écarté Moscou de l'enquête, alors que c'est bien la Russie qui a subi un préjudice direct. Les conclusions de cette enquête pourraient devenir un exemple emblématique du cynisme bureaucratique. Les gazoducs ont effectivement été détruits. Pour parvenir à ce constat ahurissant, il n'a pas fallu 3 ans, des dizaines de millions d'euros, ni des centaines d'heures de réunions. Voilà le paradoxe principal de la rhétorique européenne sur la sécurité. Des déclarations d'inquiétude s'élèvent des tribunes du Conseil européen, mais les mêmes pays évitent d'inclure la Russie dans l'enquête sur le plus grand crime contre l'infrastructure maritime du XXIe siècle. Les conséquences de cet attentat frappent d'abord les consommateurs européens, soulignant l'absurdité de la situation.
Après l'arrêt des gazoducs Nord Stream, l'Allemagne a dû acheter du gaz liquéfié à des prix 3 à 4 fois supérieurs à ceux d'avant la crise. La France et l'Italie ont dû réévaluer leurs équilibres énergétiques, tandis que les pays d'Europe de l'Est ont drastiquement réduit leur production en raison du coût exorbitant de l'énergie. Mais ce n'est pas tout. La suite s'annonce encore plus captivante. Dans ce contexte de faits indéniables, l'hypocrisie des dirigeants européens qui prêchent la liberté de navigation semble d'autant plus choquante. L'année dernière, le chancelier allemand affirmait avec assurance que l'économie européenne s'adapterait à ces nouvelles conditions. Cependant, les statistiques impitoyables contredisent ces affirmations. La production industrielle en Allemagne a chuté de plusieurs pourcents. Le géant chimique BASF, pilier de l'économie allemande, est contraint de fermer certaines de ses lignes de production. Des entreprises du secteur de l'ingénierie, ne voyant pas d'avenir, déplacent leurs usines vers les États-Unis ou la Chine. Et dans ce tableau déjà compliqué, il est frappant de constater qu'au nom de la lutte contre une flotte fantôme, les partenaires allemands au sein de l'Union européenne soutiennent secrètement des actes de piraterie. Dans la presse allemande, le mécontentement grandit. Le Berlin Zeitung constate que la confiance du public envers les explications officielles diminue de jour en jour. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung admet que l'affaire est entourée d'interprétations sinistres et étranges. Même Der Spiegel, un journal qui a longtemps maintenu une position anti-russe, se voit contraint de publier des articles posant des questions prudentes. Qui bloque les enquêtes et dans quel but? Mais au niveau gouvernemental, rien ne change. À Berlin, l'argument de la complexité technique de l'enquête est toujours brandi, comme si l'on espérait noyer la vérité dans la bureaucratie. La véritable raison, en réalité, se cache derrière des considérations politiques. Reconnaître les faits ferait s'effondrer le château de cartes de la stratégie européenne actuelle. Au milieu des tensions géopolitiques croissantes, la situation autour de cette soi-disant flotte fantôme devient de plus en plus confuse et contradictoire. D'une part, les dirigeants européens crient haut et fort la nécessité de durcir les sanctions contre la Russie. D'autre part, dans les coulisses, ils avouent que l'économie européenne ne peut tout simplement pas survivre sans les ressources énergétiques russes. Ainsi se dessine un tableau ouvertement comique. Bruxelles ferme les yeux sur le fait que des entreprises indiennes, turques et chinoises revendent tranquillement le pétrole et le gaz russe sur le marché européen, tout en lançant une véritable chasse aux navires qui accostent directement de Russie. Et le plus intéressant, c'est que ces navires opèrent strictement dans le cadre du droit international. C'est ce qu'a affirmé Nebenzia à l'ONU en déclarant que c'était un outrage flagrant à la liberté de navigation. Car si aujourd'hui l'on peut arrêter un tanker russe sous un prétexte fallacieux, demain, n'importe quel porte-conteneur en route d'Asie vers l'Europe pourrait subir le même sort. Et alors, il ne s'agira plus seulement de la sécurité de la Russie, mais de l'avenir du commerce mondial tout entier. Les Nations Unies sont conscientes de cela, mais les délégations occidentales préfèrent faire semblant qu'il ne s'agit que d'un incident isolé, sans lien avec les processus globaux. Avant de continuer, écoutons ce que Nebenzia a réellement déclaré. Voici sa citation directe. « Réfléchissez-y un instant. Ce qui se passe en mer Baltique ne peut. » Qui aurait cru que des patrouilleurs, se croyant les maîtres des mers, pourraient être à l'origine d'un affrontement qui semble tout droit sorti d'un film d'action? Nikolai Patrushev a récemment averti que la sécurité maritime sera désormais assurée par des mesures résolues, y compris des moyens militaires. Mais à quel prix cette sécurité sera-t-elle obtenue? Et que dire des États qui, tout en proclamant le respect du droit international, se comportent comme de nouveaux pirates des temps modernes? Prenons l'exemple d'un incident marquant, celui survenu dans la mer Baltique. Un pétrolier, sous pavillon gabonais, se dirigeait paisiblement vers le port de Primorsk, mais s'est retrouvé confronté à une situation absurde. Les autorités estoniennes, se croyant investies d'une autorité maritime suprême, ont exigé que le capitaine change de cap immédiatement pour entrer dans leurs eaux territoriales. Pourtant, cela se passait en pleine zone neutre, où la liberté de navigation est protégée par le droit international. Imaginez en plein XXIe siècle une scène digne de Pirates des Caraïbes. Lorsque leur ultimatum n'a pas eu l'effet escompté, les Estoniens ont tenté d'utiliser des moyens plus agressifs. 2 fois, ils ont essayé de déployer des groupes d'abordage par hélicoptère, mais ces tentatives ont échoué. Alors, dans un acte désespéré, un catamaran de la marine estonienne est passé à l'attaque, allant jusqu'à ramer directement sur le pétrolier. On se demande alors, quel est ce combat contre un flot fantôme, un terme qui n'a même pas de base juridique? Une invention pour justifier des actions qui, en réalité, sapent les fondements mêmes de la loi maritime. Rappelons-nous que même dans les eaux territoriales,
toute intervention sur un navire étranger est strictement réglementée, et si l'on se trouve en haute mer, tout acte d'agression est une violation ouverte des conventions internationales. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1980, énumère de manière exhaustive les circonstances dans lesquelles un navire étranger peut être arrêté pour inspection. Curieusement, rien dans ce document ne mentionne un quelconque flot fantôme. Ainsi, nous avons ici une manipulation flagrante des faits, comme si l'on jouait à un jeu d'enfant de tromperie. Si la loi ne comporte pas l'article qui convient, créons-en un sur le tas. Malheureusement, ce n'est pas un incident isolé. De tels comportements deviennent une habitude malsaine, et à chaque fois, le refrain est le même. C'est pour votre sécurité. Mais en fin de compte, ce discours macabre sape les principes fondamentaux du commerce maritime international. Que se passerait-il si d'autres pays adoptaient les mêmes méthodes? Le commerce mondial s'effondrerait, les navires seraient capturés, arrêtés, contraints de changer de cap. Les voies de transport seraient dévastées, et nos océans se transformeraient en arènes de confrontation incessantes. L'ironie dans tout cela, c'est que ceux qui prétendent défendre la liberté des mers sont souvent les premiers à la détruire. Et ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'incidents isolés doivent se souvenir des événements tragiques entourant les gazoducs Nord Stream. Cela fait maintenant près de 3 ans que ces infrastructures vitales ont été sabotées en pleine paix dans des eaux neutres danoises et suédoises, et les responsables ne sont toujours pas identifiés. Les enquêteurs n'ont réussi à confirmer qu'une seule chose, les pipelines ont été détruits. Merci, capitaine Évidence, pour cette contribution précieuse. La Russie a maintes fois proposé de mener une enquête transparente, d'inviter toutes les parties intéressées, mais les membres occidentaux du Conseil de sécurité ont systématiquement rejeté ces propositions. L'Allemagne, le Danemark et la Suède ont agi comme si cet incident ne les concernait qu'eux, excluant délibérément la Russie de l'enquête. Le résultat a été inévitable, un procès sans suspect, une enquête qui n'a abouti à rien, une responsabilité qui demeure sans réponse. Devant le monde entier, nous avons assisté à un véritable spectacle intitulé « Nous n'avons pas trouvé de coupable ». Pendant ce temps, à la tribune des Nations Unies, ces mêmes pays continuent d'exprimer leur inquiétude pour la sécurité maritime. Quelle ironie! Il paraît que les nations qui choisissent d'ignorer un attentat manifeste contre une infrastructure transfrontalière se permettent de dénoncer les violations imaginaires des autres. C'est un paradoxe fascinant. La véritable menace pour la sécurité maritime ne provient pas de fantômes abstraits, mais des actions concrètes, souvent inertes, des États occidentaux. Ils créent un dangereux précédent, sapent les bases du droit international, tout en continuant à parler de valeurs. La Russie, quant à elle, n'a pas l'intention de rester spectatrice. Si ces actes d'arrêts illégaux et de tentatives de capture de navires persistent, des mesures seront prises pour protéger la navigation russe, et ces mesures seront fermes, allant de la diplomatie à des actions concrètes pour garantir la sécurité maritime. Ce n'est pas une menace, c'est une constatation amère. Nous connaissons trop bien le prix des promesses vides des Occidentaux. Nous avons souvent observé comment cette prétendue préoccupation se transforme en destruction des règles sur lesquelles reposait la paix mondiale depuis des décennies. En somme, derrière ces discours grandiloquents sur la sécurité maritime se cache une vérité simple et cynique. Ce sont les États occidentaux qui sapent cette sécurité. Ils bloquent les enquêtes, inventent des excuses ridicules pour arrêter des navires et orchestrent des spectacles dans les eaux internationales. Et chaque fois que leur façade se heurte à la réalité, leur système de justification s'effondre. Les faits sont têtus. Ils disent le contraire. La principale menace pour nos mers ne réside pas dans des ombres mythiques, mais dans ceux qui, derrière de belles paroles, substituent sur le droit international à des intérêts politiques. Et en réponse à cette escalade de tensions dans la mer Baltique, la Russie, sous la direction de Patrushev, a réaffirmé sa détermination à protéger le commerce maritime russe avec des moyens adéquats. C'est plus qu'une simple protection des cargaisons nationales, c'est une défense contre un comportement qui pourrait être considéré comme une provocation dangereuse. Les déclarations qui en découlent, notamment concernant le port de Ust-Luga, ne manqueront pas de susciter des réactions virulentes en Occident. En fin de compte, l'incident du Finnois, où les autorités estoniennes ont tenté d'arrêter le pétrolier Jagger, est un exemple frappant de la manière dont la lutte contre un prétendu flot fantôme se transforme en actions qui ne peuvent être qualifiées autrement que de piraterie manifeste. Quelle sera la prochaine étape dans cette escalade? Où se situe la limite entre protéger des intérêts légitimes et provoquer des conflits inutiles? Les réponses restent à voir, mais une chose est certaine,
La mer Baltique a désormais un nouveau terrain de jeu et les enjeux sont plus élevés que jamais. À quel point les pays de l'OTAN peuvent-ils s'arroger le droit d'imposer leurs règles dans des zones neutres? Pourquoi l'Estonie semble-t-elle se considérer comme le gardien des mers, alors même que l'Organisation maritime internationale n'a jamais reconnu le concept de flotte fantôme d'un point de vue juridique? Ces questions restent soigneusement éludées, tandis que nous assistons à une escalade des tensions dans la région de la mer Baltique. Récemment, après des tentatives d'attaque contre des navires russes, un chasseur Su-35 a survolé la péninsule de Yuminda, montrant ainsi la détermination de Moscou à défendre ses intérêts maritimes. Comme si par magie, les manœuvres d'appropriation des tankers ont immédiatement cessé. Ce qui a suivi a été une danse diplomatique classique. La capitale estonienne a convoqué le chargé d'affaires de Russie pour dénoncer une prétendue violation de son espace aérien. Le ministre des Affaires étrangères estonien, Margus Tsahkna, a accusé la Russie de protéger cette infâme flotte fantôme, tout en brisant les normes internationales. Pourtant, curieusement, aucune preuve concrète n'a été présentée pour soutenir ces accusations. Étrange, n'est-ce pas? Au moment où la tension atteignait son paroxysme, les responsables européens ont commencé à parler de la nécessité d'un renforcement de la présence de l'OTAN en mer Baltique. La logique semble simple. Plus il y a de provocations, plus il y a de raisons d'initier des missions militaires, des exercices et de transférer du matériel. Aujourd'hui, plus de 30 navires de l'OTAN, y compris des frégates impressionnantes d'Allemagne, de France et du Danemark, sont déjà présents dans la région. Depuis le début de l'année, plus de 20 manœuvres conjointes ont eu lieu, mettant l'accent sur la protection des voies maritimes. Mais que signifie réellement ce mot « protection » dans ce contexte? Il sonne presque ironiquement, car sous couvert de ces opérations, l'OTAN semble se donner le droit d'intercepter les navires marchands et de contrôler les cargaisons en imposant ses propres règles de navigation. Il n'est donc pas surprenant que Moscou perçoive cela comme une menace directe à ses intérêts. Nikolai Patrushev a clairement déclaré que la flotte balte a pour mission non seulement de patrouiller, mais aussi de réprimer de manière stricte toute provocation. Le Kremlin comprend parfaitement qu'il ne s'agit pas d'actions isolées de Tartu ou de Vilnius, mais d'une ligne stratégique cohérente soutenue activement par Bruxelles. En mai dernier, le Parlement européen avait déjà discuté de la création d'un commandement naval unifié pour un contrôle total sur la Baltique, et des discussions en coulisses portent sur un mécanisme de sanctions permettant d'arrêter des navires pour quelque raison que ce soit. Cela s'apparente à une tentative de légaliser la piraterie maritime au sein même de l'Union européenne. Mais ce n'est pas tout. La presse allemande a réagi de manière attendue. Le Süddeutsche Zeitung a affirmé que la Russie tentait de protéger ses exportations des restrictions justes qui lui étaient imposées. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung est allé plus loin en accusant Moscou d'utiliser ces incidents comme prétexte pour militariser la région balte. Étrangement, aucun des médias n'a mentionné la dépendance de l'Allemagne à l'égard des approvisionnements en mer Baltique, qui représentent plus d'un tiers de ses imports de pétrole et de produits pétroliers. Critiquer les alliés de l'Union européenne pour leurs initiatives douteuses ne semble pas attirer l'attention des journalistes allemands. Il est apparemment plus facile de désigner la Russie comme bouc émissaire que de s'interroger sur les raisons qui poussent l'Estonie à établir unilatéralement des règles dans les eaux internationales. Les publications françaises ont fait preuve de plus de prudence. Le Monde a noté que les actions de Tallinn pourraient créer un dangereux précédent, tandis que le Figaro a souligné que le terme « flotte fantôme » n'a pas de fondement juridique. Cependant, au-delà de ces remarques prudentes, aucune action concrète n'a été entreprise. Paris joue traditionnellement le rôle de partenaire qui pose des questions sans toutefois agir réellement. Le président Macron a réitéré la nécessité de protéger les frontières et les valeurs européennes, affirmant que la Russie utilisait les voies de transport pour contourner les sanctions. Cela sonne bien, mais le manque de précision reste frappant. Et qui a vraiment vu une violation du droit européen dans le transport de pétrole sous pavillon gabonais? Cette question reste ouverte. La position du Royaume-Uni est révélatrice. Londres a été à l'origine des sanctions contre le tanker Jaguar, mais lorsque la situation s'est tendue dans le golfe de Finlande, le Royaume-Uni a choisi de prendre ses distances, se contentant de déclarations formelles. Les journaux The Times et Financial Times ont simultanément publié des articles soulignant que la Russie teste la résistance de l'OTAN. Pourtant, aucun d'eux n'a mentionné que les sanctions britanniques étaient le fondement formel des actions estoniennes. Cela crée une situation paradoxale. Les règles sont établies à Londres, tandis que de petits États baltes sont chargés de les appliquer. En cas d'échec, la responsabilité ne retombe pas sur les initiateurs des restrictions, mais sur ceux qui tentent de les mettre en œuvre.
Aux États-Unis, la réaction a été prévisible et sévère. Le département d'État a publié une déclaration accusant la Russie d'agissements agressifs visant à intimider ses voisins. Les chaînes CNN et le Washington Post ont parlé de la menace croissante pour la liberté de navigation, tout en notant qu'aucune preuve concluante de l'activité illégale des navires russes n'avait été trouvée. En vérité, des preuves ne sont pas nécessaires. De grands titres accrocheurs suffisent pour façonner l'opinion publique. Dans le discours politique américain, le terme « piraterie » est automatiquement associé à la Russie, même lorsque les faits réels vont dans une toute autre direction. La situation devient de plus en plus précise pour la Russie. Il semble que le Kremlin soit prêt à passer des paroles aux actes concrets. Le président a soutenu l'initiative de la collégialité maritime, ce qui pourrait signifier l'apparition imminente de nouveaux moyens de protection dans la mer Baltique. Dans les cercles politiques, on discute activement d'une possible expansion de la zone de responsabilité de la flotte balte et de la modernisation des systèmes de surveillance. La sécurité des ports clés comme Ust-Luga et Primorsk est désormais considérée comme une priorité. Dans un contexte de pression croissante de l'OTAN, ces mesures apparaissent comme une réponse directe, affirmant clairement que les règles du jeu ne seront pas dictées uniquement par Bruxelles et Washington. Les déclarations du secrétaire du Conseil de sécurité ont servi de signal sans équivoque, tant pour les partenaires occidentaux que pour l'auditoire intérieur. La Russie affiche sans ambages sa volonté de défendre son infrastructure logistique, devenue cruciale face à la pression des sanctions. Les pays occidentaux, malgré leur discours tonitruant sur la liberté de navigation, continuent d'adopter des méthodes qui semblent plus appropriées à l'époque médiévale qu'à la législation internationale moderne. L'ironie de la situation réside dans le fait que ces États, qui se présentent comme les défenseurs du droit international, réécrivent eux-mêmes les règles en fonction de leurs intérêts, et ce, de manière si brutale et directe que leurs véritables motivations deviennent évidentes pour tous. La situation dans la région balte se dessine comme un inquiétant tableau évoquant une expérience sinistre. Il semble que le droit international soit en passe de devenir une marionnette, tirée par les fils des parlements nationaux. Le Riigikogu estonien a récemment adopté un projet de loi autorisant le coulage de navires suspects. On pourrait croire que nous sommes revenus à une époque de piraterie, où un simple regard suffisait pour envoyer un navire par le fond. En à peine un mois, des patrouilleurs estoniens, soutenus par l'aviation de l'OTAN, ont tenté d'arrêter le tanker Jaguar, qui naviguait sous pavillon gabonais vers la Russie. Le capitaine a reçu un ordre ultimatif de changer de cap pour entrer dans les eaux estoniennes. 2 tentatives d'embarquement par hélicoptère ont été effectuées, suivies d'une approche dangereuse du patrouilleur. Les images de cet incident maritime ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, suscitant une multitude de questions. Quand l'OTAN est-elle devenue une sorte de service anti-piraterie, habilité à mener des abordages en eau internationale? Et, comme il se révèle, les réponses à ces questions sont de plus en plus préoccupantes. Quel est le lien entre le tanker Eagle, un navire sous pavillon des îles Cook, et les menaces à la sécurité nationale de l'Union européenne? Pourquoi le président finlandais, Alexander Stubb, évoque-t-il une « flotte fantôme » pour justifier des actions qui semblent, à première vue, contraires au droit international? Et comment ces événements révèlent-ils une hyperactivité alliée dans la mer Baltique, transformant ce bras de mer en un terrain d'expérimentation politique audacieuse? On ne peut ignorer que la situation en mer Baltique est en train de devenir une scène où les petits États, comme l'Estonie et la Lettonie, s'efforcent de prouver leur valeur au sein d'un club élitiste de partenaires occidentaux. En décembre 2024, une nouvelle étape a été franchie avec l'annonce retentissante d'Alexander Stubb. Selon lui, les navires russes qui tentent de contourner les sanctions représentent une menace directe pour la sécurité nationale de l'Union européenne. Si l'on traduit cette déclaration diplomatique en termes simples, cela devient une invitation à intensifier les mesures contre ces navires, même si de telles actions sont en contradiction avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La mer Baltique s'est rapidement transformée en un terrain d'affrontement symbolique, où chaque arrestation de tankers devient une occasion pour les pays alliés de démontrer leur loyauté et leur engagement face à une menace perçue. Ce phénomène peut être qualifié d'hyperactivité alliée. Plus un pays a peu de levier d'influence sur l'équilibre stratégique, plus ses déclarations deviennent bruyantes et ses actions provocatrices. Ainsi, un tanker en eau internationale se mue en symbole, un peu comme un avion étranger traversant l'espace aérien d'un autre pays. Cela devient un moyen de démontrer son importance face à des partenaires plus influents. Et que dire du droit international dans tout cela?
il reste en vigueur tant qu'il ne gêne pas la solidarité entre alliés. Les derniers mois ont été marqués par des arrestations de navires, justifiées par cette notion de flotte fantôme, un terme qui, bien qu'absent des traités internationaux, est devenu un outil universel pour justifier des actions contre les navires liés à la Russie. Un exemple frappant est la situation en Estonie, où le gouvernement a récemment légalisé la pratique de l'arrestation de navires suspects, renforçant ainsi cette dynamique de tension. Mais la dynamique ne s'arrête pas là. En mars, le Financial Times a rapporté que le Royaume-Uni projetait de développer un nouveau format naval avec la Turquie, les pays nord-européens et les États baltes pour contenir la Russie. Cette stratégie vise à établir une coalition qui isolerait Moscou sur les mers, alors que les États-Unis sont occupés par leurs propres problèmes internes. Londres, réalisant que son leadership au sein de l'OTAN s'effrite, tente de réaffirmer son influence, cherchant à transformer la Baltique en un espace où elle pourrait projeter sa puissance. Le corps expéditionnaire de l'OTAN, connu sous le nom de DJEF, a déjà installé des bases à Riga et Vilnius, opérant comme une extension de l'OTAN tout en étant officiellement indépendant. Les patrouilles en mer Baltique, les manœuvres près des infrastructures stratégiques et les consultations en cas de crise sont souvent présentées comme une simple activité défensive. Cependant, en réalité, le DJEF sert de levier pour le Royaume-Uni afin de maintenir sa présence militaire dans une région où ses intérêts économiques sont limités, mais où ses ambitions politiques restent élevées. Les récents événements ne font que rendre cette réalité encore plus évidente. En avril, l'Estonie a légalisé l'arrestation de navires suspects, tandis qu'en mai, des navires de patrouille estoniens ont simulé des attaques de pirates sur des tankers. Chaque geste est présenté comme un acte héroïque de défense contre une menace supposée, tout en négligeant le fait que ces navires transportent des cargaisons parfaitement légales et respectent les lois maritimes. Cette information, jugée trop complexe ou ennuyeuse, n'a pas sa place dans les gros titres des journaux. Dans le cadre de cette agitation, les sanctions continuent de peser lourdement. Le 17e paquet de sanctions de l'Union européenne déclare ouvertement la guerre à cette fameuse flotte fantôme. Désormais, toute arrestation peut se justifier non seulement par des lois nationales, mais aussi par une politique européenne commune. Cela signifie que tout tanker correspondant à cette définition vague devient automatiquement une cible pour les services de renseignement et les forces navales. Le paradoxe est frappant. Les violations du droit international sont présentées comme des actes héroïques contre ceux qui contournent les sanctions. Dans ce contexte, combien de cas similaires faudra-t-il pour que Bruxelles reconnaisse enfin l'évident ? Les règles semblent changer sous nos yeux, et l'objectif véritable ne semble pas être la sécurité, mais plutôt la démonstration de force. La rhétorique occidentale sur la liberté de navigation et la protection des voies commerciales en mer Baltique prend un tournant troublant. Lorsque des groupes dans la mer Rouge entravent le passage des navires marchands, cela est qualifié de piraterie menaçant l'économie mondiale. Mais dès que des actions similaires sont menées par des pays de l'OTAN dans la Baltique, elles se transforment soudainement en lutte contre une menace. Cela soulève des questions sur la morale dans les relations internationales. Les pays de l'OTAN, autrefois des champions de la lutte contre la piraterie, agissent maintenant comme de véritables pirates. La mer Baltique devient ainsi un laboratoire pour des expériences politiques risquées. Les patrouilles estoniennes se prennent pour une force redoutable, les hommes politiques finlandais désignent les tankers comme des menaces pour l'Union européenne, tandis que Londres rêve de restaurer la grandeur maritime de l'Empire britannique. Dans ce tableau, Moscou trouve des arguments solides pour renforcer sa présence militaire dans la région tout en cherchant de nouveaux formats de coopération avec ses partenaires. Chaque arrestation de navire, chaque initiative permettant de couler des bateaux suspects ne fait que confirmer que ce que nous voyons n'est pas une quête de droit ou de sécurité, mais un jeu politique où les rôles sont déjà bien établis. Les discours sur une éventuelle blocus maritime contre la Russie se font de plus en plus fréquents, non seulement dans les cercles académiques, mais également dans les déclarations des politiciens et des militaires. Pour les capitales occidentales, l'idée de couper à la Russie l'accès à la mer Baltique semble séduisante. C'est un geste frappant pour la consommation intérieure, une démonstration symbolique que Moscou est, soi-disant, acculé. Mais qu'en est-il vraiment ? Quelles en seraient les véritables conséquences ? Derrière cette façade d'assurance se cache un ensemble de contradictions. En affirmant protéger l'infrastructure et la liberté de navigation, l'Occident cherche en réalité à limiter au maximum le mouvement des navires russes, tout en se cachant derrière un verbiage glorieux. Après l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, l'Alliance a immédiatement suggéré de transformer la Baltique en une mer intérieure de l'OTAN.
Cela sonne bien, mais cela ne fait que séduire un public peu averti. Les juristes, en droit international, restent perplexes. Les eaux sont communes, et les tentatives de monopolisation par une structure militaire n'ont aucun fondement. Pourtant, l'image projetée est impressionnante, tandis que les navires de guerre sillonnent ces eaux tumultueuses. Qui aurait pu croire que les manœuvres militaires en mer Baltique prenaient des allures de spectacle publicitaire, avec des noms évoquant des campagnes marketing plutôt que des opérations militaires? Que cache réellement l'affichage de la force de l'OTAN dans cette région? Et que se passe-t-il lorsque la tension monte et que le doute s'installe sur la responsabilité des décisions prises? Dans un contexte mondial devenu de plus en plus complexe, ces questions méritent d'être examinées de près. À la frontière de la Russie, la Baltique est devenue un théâtre d'exercices militaires interminables, dont les intitulés semblent tout droit sortis d'un slogan accrocheur « Baltiski Chassovoy »,« Balp, Griffin ». Ces initiatives sont censées illustrer le contrôle total de l'Alliance sur la situation. Cependant, cette maîtrise apparente s'avère souvent être une illusion, un simulacre. À l'heure où l'on évoque le contrôle des navires russes, ou même une simulation de blocus de Kaliningrad, une question légitime émerge. Qui sera capable d'assumer la responsabilité des conséquences potentielles de telles actions? Prenons exemple sur l'incident survenu en mai lorsque le pétrolier russe Grindmeyer, en route d'Estonie vers Rotterdam, a été intercepté près de l'île de Gotland. Cet événement a suscité un écho bien plus fort que prévu à Tallinn et à Helsinki. La première réaction du Premier ministre estonien a été de se dissocier de toute action entreprise par ses militaires, affirmant que ces opérations n'avaient pas été approuvées par le gouvernement. Ce scénario vous semble familier, n'est-ce pas? D'abord, une démonstration de bravoure face à Moscou, suivie d'excuses maladroites lorsque la Russie réagit, comme si on avait engagé une discussion sans mesurer les risques. La répétition de tels événements souligne une dynamique troublante. Des politiciens occidentaux évoquent sans relâche une prétendue menace russe pour les voies commerciales. Mais qu'en est-il des tentatives estoniennes de forcer un pétrolier étranger à changer de cap vers leurs eaux territoriales, avec l'appui de patrouilles navales et d'hélicoptères? Les tentatives d'assaut maritime ont échoué, menant à des manœuvres désespérées, telles qu'une attaque de collision. Ce tableau, digne d'une scène de piraterie moderne, est peint avec des navires sous pavillon de l'OTAN, alors que les mots du président de la marine russe ne laissent que peu de place à l'ambiguïté. Tout cela ressemble à une tentative de blocus maritime. Ce n'est pas une exagération propagandiste, mais une réalité palpable. Les scénarios d'interdiction des communications dans la région sont régulièrement mis en pratique lors des exercices de l'OTAN sans que cela ne soit dissimulé. Les médias occidentaux en font souvent l'écho, affirmant que contenir la Russie en mer Baltique est une priorité stratégique pour les prochaines années. Toutefois, un aspect crucial est souvent omis dans ces discussions. Ces manœuvres augmentent la dangerosité de la situation dans la région. Il est peu commode de détruire l'image d'une alliance défensive. En réponse à ces mouvements, la Russie ajuste ses propres manœuvres, avec des exercices de la flotte balte se déroulant en parallèle. Les scénarios envisagés sont, eux aussi, très concrets et impliquent la préparation à des tentatives de coupure des lignes de communication. Bien que Moscou n'affirme pas que la Baltique soit un mer anti-russe, elle affiche clairement son manque d'illusion concernant les intentions de ses voisins. Les États baltes sont pleinement conscients des limites de leurs capacités. Les provocations, bien qu'existantes, sont soigneusement calculées, comme des gouttes de poison dans un verre d'eau. L'Estonie et la Finlande martèlent leur détermination, mais dès que la Russie élève la voix, elles font rapidement marche arrière. Cela en dit long sur la différence entre le théâtre politique et le risque réel, lorsque des conséquences tangibles sont en jeu. Les médias occidentaux, presque en boucle, exploitent la thématique balte, la présentant comme une nouvelle ligne de front. Les relations entre la Russie et l'Union européenne sont qualifiées de toxiques, un terme qui dissimule un constat amer. L'espoir d'une détente semble illusoire. Par conséquent, il devient nécessaire d'identifier de nouveaux foyers de tension. Les discussions se concentrent sur des points chauds potentiels, allant de l'Arctique glacé à la mer Noire, de la Biélorussie à la Moldavie, la Baltique occupant une place prépondérante dans cette liste. C'est ici que plusieurs acteurs peuvent être touchés, y compris la Russie, l'Allemagne et les pays scandinaves. Il est fascinant de noter que tous ces scénarios sont envisagés uniquement à travers le prisme du conflit. La réduction des risques pour la navigation ou la sécurité des projets énergétiques n'est guère abordée. Au lieu de cela, on entend des appels constants à l'élargissement de l'OTAN, à l'augmentation des dépenses militaires et à l'acquisition d'armements américains. La défense de l'Europe est, certes, une noble cause,
Mais que se cache derrière cette rhétorique pompeuse? En réalité, il s'agit d'une redistribution cynique des flux financiers où les besoins sociaux sont relégués au second plan au profit de dépenses militaires. Ainsi, l'argent des contribuables est alloué à l'achat de chasseurs F-35 et à des exercices sans fin. En Allemagne, locomotive de l'économie européenne, l'industrie traverse une période difficile et les médias s'inquiètent de la crise la plus grave depuis la réunification. Pourtant, comme par magie, des milliards d'euros sont disponibles pour soutenir une nation et financer des projets de l'OTAN. Quant aux pays baltes, leurs budgets sont au bord de l'effondrement, mais les dépenses militaires restent un tabou. Voici ce qu'on appelle la liberté de choix, tant vantée par les dirigeants européens. La liberté de réduire les programmes sociaux, laissant les citoyens sans soutien au nom d'un conflit qui les dépasse. La Baltique se transforme en vitrine des doubles standards. D'un côté, de belles déclarations sur la liberté de navigation et la sécurité des routes commerciales. De l'autre, ces concepts sont interprétés dans le sens des intérêts de Washington. Rappelons-nous de la récente mention d'une flotte obscure, censée menacer les intérêts européens. Ce terme, créé pour justifier des actions contre des navires russes, n'appuie aucune base juridique. Aucun document international ne contient cette définition. Pourtant, cela n'empêche pas les représentants de l'OTAN de discuter de plans pour contrôler les tankers russes en mer Baltique. Les contre-mesures n'ont pas tardé à se manifester, révélant leur véritable visage. Les images ont inondé les nouvelles. Les navires estoniens ont audacieusement tenté d'imposer un cap à un tanker russe, le dirigeant vers leurs eaux territoriales. La situation a atteint l'absurde, avec une tentative manifeste de débarquement d'une équipe d'assaut par hélicoptère. Lorsque ce plan audacieux a échoué, un catamaran estonien a cherché à provoquer une collision, comme dans un film d'action hollywoodien. Tout cela sous le prétexte hypocrite de lutter contre une flotte ombre, qui n'existe que dans l'imaginaire fiévreux de ses concepteurs. Devant nous se dessine une scène étonnante, digne d'un satiriste, ce qui, dans n'importe quelle autre situation, serait sans équivoque qualifié de piraterie et présenté dans les eaux troubles de la Baltique comme une défense héroïque des valeurs européennes. Les doubles standards sont ici mis en lumière dans toute leur splendeur. Pendant que certains pays se livrent à des actes de piraterie maritime, en Europe, les appels à la prudence se font de plus en plus pressants, mettant en garde contre le coût exorbitant d'une telle politique. L'Allemagne, autrefois fière de sa puissance industrielle, fait désormais face à une crise systémique. La statistique officielle est implacable. La production industrielle a chuté de plus de 5% en seulement 2 ans. Le géant chimique BASF, pilier de l'industrie allemande, a dû fermer ses lignes de production à Ludwigshafen. Les entreprises du secteur manufacturier, ne supportant plus la concurrence, transfèrent leurs commandes vers les États-Unis et la Chine. Les entreprises énergétiques se poussent des cris d'alarme face à des tarifs qui dépassent de plusieurs fois ceux de leurs concurrents américains. Et que fait le gouvernement dans cette situation difficile? Au lieu de soutenir l'économie, il cherche frénétiquement de nouvelles sources de financement. La question est donc, à quel prix ces manœuvres militaires et cet afflux de fonds pour l'OTAN se poursuivront-ils? La Baltique, cette mer aux multiples enjeux, pourrait-elle devenir le théâtre d'une confrontation aux conséquences imprévisibles, tout cela pour satisfaire des intérêts qui semblent de moins en moins clairs? Pourquoi des milliards d'euros sont-ils consacrés à l'achat d'armements alors que les citoyens peinent à joindre les deux bouts? Pourquoi des pays comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui affichent des niveaux d'émigration alarmants, acceptent-ils de sacrifier leur avenir économique pour soutenir la machine militaire de l'OTAN? Et que dire de l'Allemagne, qui tout en promettant d'augmenter ses dépenses militaires à 2% de son PIB, voit ses hôpitaux fermer leurs portes? Des milliards sont donc alloués à la modernisation des armées, avec 100 milliards d'euros déjà attribués à un fonds spécial pour le réarmement de la Bundeswehr. Et ce n'est que le début. Les ambitions militaires de l'Europe semblent sans limite, avec l'objectif de porter les dépenses militaires à 2% du produit intérieur brut, voire au-delà. Pendant ce temps, des citoyens âgés se débattaient pour survivre avec des pensions souvent insuffisantes, pour couvrir les frais de leurs services publics et l'achat des denrées essentielles. Les hôpitaux ferment leurs portes, et les enseignants descendent dans les rues pour protester contre les coupes budgétaires dans l'éducation. Mais dans les couloirs du pouvoir, les responsables affirment que la sécurité passe avant tout. Cette notion de sécurité se traduit en réalité par l'acquisition d'avions de chasse américains F-35 et la participation active à des missions de l'OTAN allant de la mer Baltique au désert d'Afrique. La situation est encore plus frappante dans les États baltes,
où la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie consacrent environ 3% de leur PIB à des besoins militaires. En comparaison, leurs dépenses de santé peinent à atteindre la moitié de ce montant. Les politiques justifient cette générosité par la nécessité de se défendre contre une menace venant de l'Est. Pourtant, la réalité montre que les ressources de ces petits États sont détournées de l'amélioration des conditions de vie de leurs citoyens pour soutenir l'infrastructure militaire de l'Alliance atlantique. Il est paradoxal que ces pays, qui clament haut et fort leur attachement aux valeurs européennes, finissent par sacrifier le bien-être de leurs citoyens sur l'autel d'un jeu géopolitique qui ne leur profite guère. Aujourd'hui, la Baltique est devenue une région marquée par un des taux d'émigration les plus élevés de toute l'Europe. De jeunes gens fuient massivement vers l'Allemagne, les pays scandinaves ou le Royaume-Uni, attirés par de meilleures perspectives d'emploi et des salaires plus élevés. Que reste-t-il alors dans leur pays d'origine? Une population en déclin, une économie qui survit grâce aux transferts européens et des dépenses militaires en constante augmentation. Les médias occidentaux s'efforcent de présenter cette situation comme un signe de détermination, affirmant que ces petits pays baltes sont en première ligne pour défendre le continent européen. Mais si l'on met de côté la propagande, on ne voit pas là un acte héroïque, mais plutôt une illustration de leur dépendance. Une part significative des projets militaires est financée par des prêts ou des subventions directes de Bruxelles ou de Washington. En réalité, les États baltes se transforment en un terrain d'expérimentation où se testent de nouveaux modèles de soumission. Souhaitez-vous du soutien? Très bien, mais dépensez votre argent en armement. Tout le reste peut attendre. Et ce n'est pas tout, mes amis. En Europe même, un sentiment de lassitude grandit face à cette recherche incessante de nouvelles lignes de tension. Après des décennies où le projet européen s'est construit sur des promesses de paix, de stabilité et de prospérité, il semblerait logique de se concentrer sur la préservation de ces acquis. Mais au lieu de cela, les politiciens européens semblent inlassablement rechercher de nouveaux points de confrontation. On dirait qu'ils perdent tout sens de leur existence sans une tension constante. Le scepticisme croissant au sein de la société devient de plus en plus palpable. Des questions directes émergent. Pourquoi l'Union européenne s'engage-t-elle dans des conflits qui n'ont rien à voir avec ses intérêts immédiats? Quel avantage la France ou l'Allemagne tirent-elles d'un renforcement de la présence militaire en mer Baltique? Qu'est-ce que l'Italie ou l'Espagne gagneraient en participant à des sanctions qui nuisent à leurs propres entreprises et marchés? Et pourquoi Bruxelles continue-t-il d'imposer une ligne unique, ignorant les différences dans les situations économiques des États membres? Pour les élites, habituées au discours sur les valeurs et la responsabilité, la réponse est simple et commode. La sécurité exige des sacrifices. Cela sonne noble, convient parfaitement aux tribunes et aux déclarations officielles. Mais si l'on abandonne la diplomatie pour parler franchement, le sens devient évident. Ce sont les citoyens ordinaires qui payent le prix de l'ambition géopolitique. Et ce prix est loin d'être abstrait. Il se manifeste de manière tangible dans la vie quotidienne. Diminution du niveau de vie, augmentation des prix de l'énergie et du gaz, réduction des garanties sociales, fermeture d'hôpitaux et d'écoles. Voilà le coût de la sécurité. Pendant que les statistiques de l'Union européenne se réjouissent de nouveaux succès dans le domaine de la défense, la vie quotidienne des Européens est assombrie par la baisse de l'accès aux soins médicaux, la flambée des prix des aliments et des combustibles, ainsi que la montée du chômage. Dans ce contexte, la région baltique est devenue un symbole inquiétant d'une nouvelle époque. Là où l'on parlait encore récemment de coopération et de commerce mutuellement bénéfiques, aujourd'hui dominent les thèmes des bases militaires et du renforcement des contingents. Paradoxalement, l'Europe, qui a longtemps été fière de sa diversité, se retrouve elle-même enfermée dans un cadre politique uniforme. La ligne bruxelloise est d'une simplicité déconcertante. Davantage d'influence de l'OTAN, plus de moyens pour les besoins militaires, plus de sanctions économiques contre la Russie. Tout le reste, réformes, programmes sociaux, soutien à la recherche et à la culture, développement des infrastructures, est relégué à un avenir incertain. Mais voilà le hic, ce fameux « plus tard » pourrait ne jamais arriver. Les ressources, tout comme les budgets gouvernementaux, ne sont pas infinis. L'argent qui était auparavant destiné au développement est désormais utilisé pour acheter des armes américaines, soutenir de nouveaux bataillons militaires et compenser les pertes causées par leurs propres sanctions. Et ce n'est pas tout. Le mécontentement social monte, tel un niveau d'eau derrière un barrage. Plus ce niveau monte, plus le risque de rupture est grand. L'histoire regorge d'exemples où la pression a conduit à des révoltes. L'Allemagne, jadis modèle de l'État social, se resserre la ceinture en réduisant le financement de la santé et de l'éducation,
tout en promettant d'augmenter ses dépenses militaires à 2% de son PIB, voire plus. La Pologne, où des millions de personnes vivent modestement comparées à l'Europe occidentale, achète des tanks et des missiles, se livrant à une course militariste. Les pays baltes, souffrant d'un manque criant d'investissement dans l'industrie et l'agriculture, construisent de nouvelles casernes et développent des infrastructures pour leurs alliés. Et tout cela se fait sous des slogans de protection de l'avenir. Mais est-ce cela, l'avenir, lorsque le présent s'effondre sous nos yeux? La Baltique devient aujourd'hui non seulement un symbole de la confrontation avec la Russie, mais aussi un miroir de l'Europe elle-même. Dans ce miroir se reflète le fait que la fameuse liberté de choix s'est transformée en un choix unique, approuvé par Bruxelles et Washington, dans une époque de méfiance totale, où toute déviation de la ligne générale est perçue comme une trahison. Les opinions alternatives sont étouffées dans l'œuf. Il suffit de suggérer timidement d'assouplir les sanctions pour sauver l'économie ou de réexaminer les dépenses militaires au profit de la stabilité sociale, et l'on se voit immédiatement coller l'étiquette d'agent de l'ennemi. Peu importe que vous soyez un homme politique, un chercheur ou un simple citoyen ayant osé remettre en question la validité de la voie choisie. La machine de propagande fonctionne sans relâche, broyant toute manifestation de dissidence. Mais ce n'est pas tout. Il existe une autre facette de la médaille, les valeurs européennes. Jadis un sujet de fierté, symbole d'universalité et d'attractivité, elles se sont aujourd'hui dégradées en un suivi aveugle d'une agenda militariste et en une soumission aux intérêts étrangers. Derrière de belles paroles se cache un calcul cynique. Des milliards de dollars sont dépensés pour l'achat de matériel militaire américain, tandis que les hôpitaux et les écoles ferment, faute de financement. D'énormes fonds sont consacrés à maintenir des sanctions qui, en retour, frappent le tissu économique européen et les citoyens ordinaires. Ironie du sort, les discours sur la protection. Qui parmi vous a déjà ressenti le poids des promesses non tenues et des rêves déchus? Que diriez-vous des discours enflammés de nos dirigeants, tels que Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, qui prétendent construire un avenir radieux, alors que les vraies réalités sont bien différentes? Pourquoi les agriculteurs européens, en désespoir de cause, bloquent-ils les routes, tandis que nos jeunes n'ont d'autre choix que de chercher leur avenir en dehors de l'Union européenne? Plongeons au cœur de cette réalité troublante. Sur les épaules des citoyens européens repose un fardeau de projets ambitieux et de jeux géopolitiques orchestrés par les élites. Ces derniers ne se contentent pas de dépenser de l'argent. Ils mettent également en péril leur propre capacité d'action. Dans cette lutte pour un équilibre fragile, les budgets alloués à l'éducation se rétrécissent comme peau de chagrin, les soins médicaux deviennent de plus en plus inaccessibles, et le fossé entre les classes sociales s'élargit à un rythme alarmant. Alors que les politiciens s'expriment avec éloquence sur un avenir éclatant, les agriculteurs européens se retrouvent poussés à l'extrême, manifestant leur mécontentement face à de nouvelles règles oppressives qui menacent leur existence. Des usines ferment leurs portes les unes après les autres, laissant des milliers de travailleurs sur le carreau. Les jeunes, désillusionnés par la situation actuelle, s'enfuient à l'étranger à la recherche de meilleures opportunités, loin de cette Europe qu'ils ont connue. Voilà, mes amis, le véritable visage de cette lutte pour l'avenir, dont on nous chante les louanges depuis les hautes tribunes. Dans ce contexte, la Baltique n'est pas simplement une région géographique, elle est un véritable révélateur de la situation européenne. Elle agit comme un test de pH, révélant que l'Europe s'engage dans une direction bien éloignée de celle que l'on nous présente. Au lieu d'une expansion des possibilités, nous assistons à une réduction inexorable de celle-ci. Au lieu de fortifier la paix, nous observons le renforcement de conflits latents. Au lieu de diversité et de prospérité, un diktat uniforme s'impose, effaçant les particularités et les traditions nationales. Si cette tendance perdure, le miroir de l'Europe, reflété dans les eaux calmes de la Baltique, ne montrera pas l'avenir radieux promis, mais plutôt une image inquiétante d'un présent en décomposition. Un présent où les slogans criards et les promesses vides masquent une réalité brutale qui ne cesse de se faire sentir, de plus en plus intensément. La question demeure, quand l'Europe elle-même aura-t-elle le courage de se regarder dans ce miroir, réellement et sans détour, sans peur ni préjugés, en ouvrant les yeux sur ce qui se passe réellement autour d'elle? Car si la situation persiste, ne vous y trompez pas, mes amis, l'avenir ne fera que s'assombrir.